J'ai toujours voulu surfer, mais je me trouvais trop vieille, quoi. Et il a fallu que je me retrouve à 45 ans avec un tableau de tétraplégie pour me retrouver finalement sur une planche de surf. Les personnes qui me rencontrent au départ vont me dire « Oh là là, ça doit être difficile ». Et puis je fais « Non, ça va bien en fait, je suis bien dans ma peau, je vais bien en fait. J'ai une vie normale, j'ai une vie avec quelques contraintes, j'ai une vie adaptée, mais j'ai une vie normale en fait, je fais comme vous en fait. » J'ai failli sauter à l'élastique en Nouvelle-Zélande, j'étais valide, et je l'ai pas fait. Je l'ai fait en fauteuil, c'est pas grave, ça se fait aussi, tout est possible. Avec une ténacité de fer, l'impossible peut se faire. Ici, Geoffrey Coquard, ex-commando parachutiste, devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à 2 personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour Catel Repère. Bonjour. Alors si je t'ai invité sur Ténacité, c'est que je voulais savoir comment tu as fait pour devenir vice-championne du monde de parasurf, et cela seulement 7 mois après tes premières sessions de glisse et 1 an après avoir eu un accident qui te mena dans un fauteuil roulant. Je suis vraiment impressionné par ton ascension dans ce sport que tu n'avais jamais pratiqué auparavant. Alors comment tu as fait ce que tu as fait, Catel ? Alors déjà à la base, moi je suis quelqu'un de sportif. Le sport, ça fait vraiment partie de mon ADN et de l'ADN familial. Je pense que je peux le dire parce que mes enfants sont un peu comme moi, tout le temps à bouger. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis brutalement retrouvée immobilisée. Et là, il a vraiment fallu que je trouve une solution pour retrouver des sensations que j'avais plus en fait. Pouvoir bouger malgré le fait d'être contrainte en fait dans ma mobilité. Et donc j'ai débuté avec c'est une asso qui s'appelle Vague d'Espoir, qui a organisé du char à voile, donc une journée de char à voile. Cette asso, je la connaissais déjà parce que mes enfants participaient au week-end annuel de Vague d'Espoir, donc c'était au mois de juin chaque année. Et donc là, on était en avril. Et donc je me suis pointée là-bas, donc à la surprise de tous parce qu'ils savaient pas ce qui m'était arrivé. Et déjà là, je me suis dit, en fait, je peux quand même faire des choses. Je peux retrouver des sensations. J'avais le vent, j'avais le froid, j'avais des cheveux pleins de sable et ça m'a fait vachement de bien. Et le mois suivant, ils ont organisé des initiations au surf pendant le Pro Junior de la Torche. Donc là, c'était mi-mai. Le 12 mai 2018 exactement, et je me suis retrouvée sur une planche. Voilà. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai vécu à Tahiti, mes enfants ont surfé, je faisais un petit peu de body, mais j'ai toujours voulu surfer, mais je me trouvais trop vieille, quoi. Et il a fallu que je me retrouve à 45 ans avec un tableau de tétraplégie pour me retrouver finalement sur une planche de surf. Et j'ai kiffé tout de suite, parce que là j'ai retrouvé des sensations. Waouh, les sensations de glisse, de vitesse, quitter le fauteuil, me retrouver autonome sur une planche parce qu'une fois qu'on m'a poussée, finalement, c'est moi qui décidais d'aller à droite, à gauche, tout droit, essayer de trouver ma trajectoire. Donc il y a toute cette stratégie aussi. Donc j'ai adoré. Et 2 jours après, j'ai pris ma licence à la Fédération française de surf. Et j'ai débuté les cours 15 jours plus tard. Voilà, donc j'avais un cours par semaine, et en plus avec des potes. C'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est que moi je me suis fait des potes, il y a eu tout ce réseau qui s'est mis autour de moi, et je me suis énormément entraînée, j'ai testé plein de planches, et puis par la suite je me suis fait shaper une planche, donc vraiment à mes besoins. Et j'ai réceptionné de la planche 3 jours avant les championnats de France. Et j'ai fait les France.
Et là, j'ai fait la plus belle. Je pense que ça restera le plus beau souvenir, la plus belle vague, une magnifique gauche à Osgore. Et c'était extra. Et à partir de là, bah, c'était parti parce que la Fédération française de surf m'a repéré et m'a invité à faire les championnats du monde. Donc ça, c'était en octobre. Les championnats du monde avaient lieu 2 mois après. Voilà. Et puis, ben, j'ai jamais arrêté, tout simplement. Voilà, j'adore. J'ai retrouvé un sport j'ai trouvé un sport que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai retrouvé un sport qui me passionne parce que c'était pas un sport que je pratiquais avant. Donc, pour résumer, novembre 2017, t'as ton accident. Mai 2018, première session de surf. Octobre 2018, championne de France. Et décembre 2018, vice-championne du monde. Ouais, c'est ça. C'est une belle ascension quand même. Oui, à la fois, c'est quand même une discipline où on n'est pas très nombreux, qui tend à se développer maintenant. Donc ça, les mondiaux de parasurf existent depuis 2015. Voilà, on est en 2021. Voilà, ça prend d'ampleur, par contre. Ouais. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye d'y contribuer, en tout cas. Et j'imagine que même si tu n'avais jamais pratiqué avant ce sport, t'as quand même pu, par ton passé de sportif, t'avais quand même développé des compétences qui t'ont permis d'arriver plus rapidement à un niveau plus correct. Et dans ces compétences-là, ce que je veux en amener, c'est vraiment ton côté persévérance. J'imagine que pour passer en 7 mois de j'ai jamais fait du surf à vice-championne du monde, il y a quand même eu des entraînements, il y a quand même eu de la persévérance, de la ténacité pour arriver à cet objectif-là. Alors moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc quand il y a un sujet qui m'anime, je me donne à fond. Mais c'est simple. Donc j'ai fait cette première expérience mi-mai 2018. Ensuite, il s'est passé le week-end où là j'ai été sur toutes les pages qui concernaient le surf en situation de handicap. Donc j'ai un petit peu écrémé tous les sites. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'entraîner, à tester plein de planches, et puis essayer de trouver un shaper. Et c'est vrai que oui, je me suis vraiment investie aussi à la fois au niveau du matériel, parce que plus c'est adapté, et plus moi j'arrive à manœuvrer sur les vagues. Et moi je suis en difficulté aussi parce que au départ, faut savoir que on m'allongeait sur une planche, je me retournais parce que j'ai zéro équilibre, hein, c'était une catastrophe. Et là, aujourd'hui, je me fais shaper ma 3e planche, qui est de plus en plus... il y a de moins en moins de volume, hein, elle est de plus en plus fine, moins longue, donc plus manœuvrante, mais alors, au niveau de l'équilibre, c'est une vraie catastrophe. Donc, du coup, moi, il faut que je compense ça. J'arrive aujourd'hui à le faire, mais j'aurais jamais pu tenir sur la planche que j'ai maintenant, ma 2e, là, déjà, si j'avais pas eu la première qui était plus stable en fait. Donc c'est vraiment toute une progression et ça se fait oui au fil des entraînements et puis je pense qu'on apprend à se connaître aussi parce qu'au départ on se retrouve en situation de handicap et ce corps-là on le reconnaît plus donc moi ça m'a permis aussi ces entraînements de gagner en autonomie dans mon quotidien. Pour moi c'est complètement imbriqué en fait. Donc, comme c'est bénéfique à la fois dans mon quotidien, moi au niveau mental aussi, c'est énorme, ça m'apporte énormément. Au niveau du lien social aussi, je suis pas isolée parce que dans ce milieu-là, du coup, je rencontre beaucoup de monde. Et voilà, je pense que tout est lié. Et donc, dans la mesure où ça m'apporte beaucoup de choses positives, et je continue forcément. Et j'ai envie que d'autres puissent y avoir accès aussi, bien sûr. C'est vraiment super ça parce que du coup, le sport t'a permis d'évoluer mentalement, mais aussi d'évoluer, de réussir et d'améliorer ta vie quotidienne en dehors du sport. Et c'est vraiment ça que moi je veux montrer dans le sport, c'est que vous avez des compétences dans un sport, vous avez des aptitudes mentales, donc à bien tenir, à être fort mentalement dans un sport, et ça se duplique dans la vie du quotidien et ça peut améliorer votre vie quotidienne, quoi. Ah, pour moi, c'est complètement interconnecté. Et je dirais même plus, pour moi pouvoir participer à des événements internationaux et donc partir... du coup là aujourd'hui en fait, moi je suis présidente d'une asso où on part en équipe 100% handi. Donc on s'entraide vraiment entre nous, on appelle ça la pérémulation. Et on n'a pas d'assistance valide. Donc forcément il faut qu'on soit au top de notre forme et de notre autonomie.
Donc, pendant le confinement, par exemple, je me suis entraînée sur mes transferts. Voilà, à faire des transferts toute seule. Fauteuil, canapé, fauteuil. Alors fauteuil, canapé, j'y arrive, canapé, fauteuil, j'y arrive toujours pas. mais voilà, pour moi, c'est super important au niveau des soins dont j'ai besoin. Au départ, c'est une infirmière qui venait, et puis voilà, une auxiliaire de vie, et puis maintenant, il y a des choses que j'arrive à faire seule. Et voilà. Et au niveau du mental, ouais, c'est sûr que ça m'apporte énormément, quoi, de me dire, putain, j'y arrive, quoi, je suis capable. Et j'ai envie aussi de le diffuser, ça, de le montrer aux autres, parce que voilà, je pense que quand on a un accident de la vie, quel qu'il soit, je sais pas moi, perdre son emploi, un deuil dans la famille, voilà, c'est pas que le handicap en fait. Eh bien, on est dans une situation où voilà, on est déprimé, rien ne va. Voire même on est en lutte contre tout, quoi, en colère contre tout ce qui nous arrive et contre les autres. Et puis finalement je pense que la résilience, en fait, ça vient vraiment de nous, ça vient pas des autres. Il faut pas attendre tout des autres. Et donc à partir du moment où on a mis en place ce processus là de se dire ouais, non mais attends, je me mets un challenge. Pas à peine je me suis pas dit la première fois que je me suis retrouvée sur cette planche, donc je me suis pas dit tiens, je vais faire les championnats du monde. Non mais jamais de la vie, je savais même pas que ça existait. mais je me suis dit waouh, c'est super. Enfin, ce serait génial. La prochaine fois, j'aimerais bien réussir à tenir dessus sans tomber tout de suite, quoi, sans me renverser sur le côté. Voilà, c'est des micro challenges. Mais voilà, une fois qu'on a réussi ce micro challenge, j'ai tenu sur ma planche. Bon alors la prochaine fois, j'essaye de m'appuyer sur le rail pour essayer de prendre ma direction. Et voilà. Et dans la vie, c'est pareil en fait. Dans le sport ou dans la vie, c'est exactement la même chose, quoi. Et ces petits challenges là, une fois qu'on a réussi, voilà, on se sent plus fort et puis on ose en fait. C'est ça. Je pense que le truc c'est ça, c'est oser se jeter à l'eau et se dire, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais essayer. Et puis on verra bien derrière. Et puis même si c'est un échec finalement. On peut toujours recommencer. Enfin, c'est pas grave un échec, finalement. Rien n'est grave. Donc, et on recommence, on réitère, et puis à un moment on y arrive, ou on n'y arrive pas, mais on trouve des solutions justement pour pallier à ça, quoi. Et j'imagine que pour toi, casser tes barrières mentales, te dire je suis capable, c'est vraiment, enfin ça, tu parles d'une chose que pas beaucoup de personnes font. Tu te dis si personne ne le fait, c'est que potentiellement je suis pas capable de le faire. Et là, tu viens casser tes barrières et tu montes progressivement. Et comme tu disais, tu valides un objectif. Un petit objectif, tu te mets un autre petit objectif, tu le valides et tu montes en progression comme ça et à la fin t'arrives avec un énorme objectif alors que 7 mois avant tu montais même pas sur une planche. Donc c'est comme ça, étape par étape, tu y arrives et au bout d'un moment t'as vraiment, et en plus je pense que t'as vraiment évolué mentalement de dire mais si en fait au début j'étais pas du tout capable, à la fin je suis capable, donc si je suis capable d'avoir fait toute cette progression là, je suis capable de plein d'autres choses dans la vie, enfin dans le sport mais aussi dans la vie. C'est ça. C'est, je pense que on parle souvent de sortir de sa zone de confort, mais c'est complètement ça. Et moi, ma difficulté, c'était la dépendance, parce qu'il y a des choses que j'arrive encore pas à faire seule. Mais il y a de plus en plus de choses que j'arrive à faire seule, et du coup, ça me donne des possibilités que je n'avais pas il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois. Et je pense que ça vient au départ. La source, c'est vraiment c'est psychologique, quoi. C'est le mental. Et le sport, m'aide énormément là-dessus, quoi. Déjà de se sentir bien après sa séance de sport, se sentir bien dans son corps. Déjà rien que ça, parce que moi déjà je me sens bien dans mon corps. Je vais prendre une douche. Déjà je vais pas manger n'importe quoi derrière. J'ai envie de manger sain. Et donc après je prends pas de poids, donc je trouve que mon aspect me convient. Bon, même si c'est compliqué quand on est en situation de handicap, par exemple, moi j'ai plus d'abdos, donc mon ventre ne se tient pas. Enfin, il y a des choses, oui, qui restent difficiles. Mais le fait de pas se laisser aller finalement, me permet de continuer à avancer, et y compris là aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle. Et je suis en lutte contre l'image qu'on peut avoir de moi. C'est-à-dire, par exemple, là aujourd'hui, j'ai un conseiller Pôle emploi qui veut absolument que je fasse du secrétariat, alors que je sais pas du tout ce que je veux faire.
parce que pour lui, tétra égale secrétariat, de toute façon, elle ne peut rien faire. Donc mais c'est pas grave, je ne lâcherai pas parce que il a tort et je vais lui montrer qu'il a tort parce que je suis bien capable de faire plein d'autres choses que du secrétariat, ça m'intéresse pas, hein, le secrétariat, donc c'est niette. Et voilà, et je pense qu'il y a plein de choses comme ça, voilà, qui m'arrivent. Enfin, j'ai des rencontres en tout cas. Les personnes qui me rencontrent au départ vont me dire oh là là, ça doit être difficile. Et puis je fais non, ça va bien en fait. Je suis bien dans ma peau. Je vais bien en fait. J'ai une vie normale. J'ai une vie avec quelques contraintes. J'ai une vie adaptée, mais j'ai une vie normale en fait. Je fais comme vous en fait. Donc voilà. Et je pense que j'aime bien contribuer à ça aussi, à modifier un petit peu le schéma de pensée des gens en fait par rapport aux personnes qui sont dans ma situation aussi. Parce que c'est dommage de ramener tout finalement au handicap alors que on est autant capable que les autres. On a juste des choses, il y a des mouvements qu'on peut pas faire. Et alors, c'est grave? Non, c'est pas grave. On peut aussi avoir de nos objectifs et ils sont tout aussi bons que quelqu'un de valide. Voilà, c'est tout. C'est pas les mêmes, quoi. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais avant par rapport au sport, je fais du sport donc je mange mieux, donc je me sens mieux. Donc il y a les études scientifiques ont prouvé que faire du sport ça améliore pas forcément. Par exemple, pour une perte de poids, ça va pas forcément te faire perdre du poids. Bon, après, il y a quand même un déficit calorique qui s'enclenche, donc il y a quand même cette partie-là. Mais la séance en elle-même, le fait de faire du sport, tu vas mieux manger parce que tu veux te sentir mieux dans ton corps. Tu fais du sport, tu te sens mieux, donc pourquoi manger de mauvaises choses? Donc tu vas manger mieux. Et tout ça, ça va faire un cercle. En fait, tu vas t'élever, même tu vas dormir mieux parce que tu vas être en forme pour faire du sport. Et l'ensemble va t'élever et te permettre d'être en meilleure santé, quoi. Ah mais complètement. Alors moi le déficit calorique c'est mort, parce que je bouge que les bras et encore j'ai très peu de triceps, donc je peux pas faire grand chose. Mais c'est plus la dynamique en fait, la dynamique qui se met en place. Pour parler par exemple d'entraînement d'hiver et de la piscine. Donc là évidemment on est dans une période un petit peu complexe. Bon déjà moi les entraînements d'hiver je peux pas les faire en surf parce que ce qu'on voit en fait quand on me voit, c'est les problèmes moteurs, voilà, les contraintes motrices. Mais j'ai aussi tous les handicaps invisibles et c'est ça en fait qui sont les plus compliqués à gérer. Et donc je ne régule pas la température. Voilà, j'ai perdu mon thermostat corporel, ce qui fait que si je vais m'entraîner, je vais surfer en hiver, je fais une hypothermie. Je l'ai fait une fois, c'est bon, ça s'est très mal terminé, donc j'ai arrêté. Donc en hiver, je cherche à faire autre chose. Là, pas de bol, confinement, on ferme tout. J'ai demandé à ouvrir un créneau piscine ici sur la communauté de communes de Quimperlé. Ça n'a pas été hyper simple, mais bon, en finissant en montant au niveau de la demande, ça a fini par descendre et puis finalement j'ai eu 3 créneaux puis 4 créneaux piscine qui ont été ouverts sur Quimperlé et donc j'ai pu m'entraîner et typiquement moi ma problématique c'était simplement de nager en fait. Parce que quand on est tétraplégique, nager c'est pas simple, ça se réapprend. Et quand je surfe, j'ai un gilet de flottaison, j'ai un gilet de wake que je mets, et quand je tombe à l'eau, mon défi c'est de me retourner, me mettre sur le dos, et ensuite j'attends mon assist qui vienne me chercher, qui me repose sur la planche. Voilà, je ne nage pas vraiment, parce que le fait d'essayer de faire du dos crawlé, de passer un bras derrière ma tête, mon corps se retourne et je me retrouve la tête dans l'eau. Donc très complexe. Et là, finalement, j'ai découvert un nouveau sport, la natation, et en lien avec les maîtres nageurs de la piscine, on a travaillé sur les adaptations, et puis petit à petit on les a enlevés, et maintenant j'ai juste une ceinture, une ceinture ventrale qu'on met plutôt en thoracique, qui est relativement fine, et ça y est, maintenant c'est parti. Maintenant je fais des longueurs, je reste 2 heures à la piscine, et voilà, et je pense que ça m'a apporté énormément. Et le fait d'arrêter de surfer et de plus rien avoir derrière, mais c'était même pas imaginable. Il fallait que je trouve quelque chose parce que je me sentais pas bien. Enfin, je voyais bien que je commençais à déprimer chez moi. Donc voilà, ça permet aussi de découvrir autre chose et puis de découvrir d'autres capacités finalement qui me manquaient, que je n'avais pas. Surtout quand on pratique un sport aquatique. Ouais. Samedi, je suis allé nager en mer, combi. L'eau était à 9 et je suis ressorti, j'ai fait une demi-heure. Je fais ça 2 fois par semaine, une demi-heure. Et j'avais les pieds et les mains
blanche, donc quasiment hypothermie, ça commence, signe d'hypothermie. Et moi, je bouge le corps entier, donc j'imagine pas toi, en plein hiver, même si t'as combi, chaussons, cagoule, même avec ça, si tu bouges pas la moitié du corps, c'est sûr que... Ah, mais c'est même pas une question de bouger, c'est une question de... quand la moelle épinière ne passe pas l'information, le corps n'est pas en capacité de dire au cerveau d'envoyer du sang, en fait, dans le corps. Et du coup, je deviens bleue. Mais en été, j'ai le même souci. En été, je transpire pas. Parce que le corps déclenche pas la transpiration parce que le cerveau ne sait pas que on a besoin de transpirer à ce moment-là parce que la connexion elle est coupée. Donc c'est le même souci en été. Oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu dirais que ton accident, c'est le moment qui t'a demandé le plus de ténacité après ton accident, pour te relever, ou alors tu avais vécu avant des choses qui... Alors moi j'ai eu la chance d'avoir vécu des expériences de dingue avant. Donc finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça pour moi. Pour plusieurs raisons. Déjà, moi j'étais infirmière en rééducation fonctionnelle, donc le handicap je connais. J'ai 5 enfants, dont 3 en situation de handicap et 2 qu'on a adoptés et qui sont handi. Donc voilà, c'était pas inconnu pour moi et c'était pas trop ça la problématique. Mais par contre, ce qui m'a permis de me le relever rapidement, c'est justement ce que j'avais aussi vécu avant. Je pense notamment à une expérience qui a été vraiment très difficile, hein, c'est l'adoption de mon 4e enfant en Haïti, post-séisme. Et voilà, je pense que si je devais choisir un moment dans ma vie où j'ai dû faire preuve de ténacité, c'était celui-là. Parce que j'ai quand même réussi à traverser les États-Unis sans passeport et sans ESTA, et sans terminer en tôle. Donc c'est quand même... Voilà, il a fallu aller dealer avec à la période de Noël avec l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, le consul français en Haïti, avec un laissez-passer consulaire. J'ai été arrêtée à Miami, on a failli terminer donc en prison avec mon fils, et puis voilà, je l'ai joué à l'américaine. Ça s'est terminé par God bless you, et on m'a laissé partir jusqu'à l'aéroport de Los Angeles, et là enfin je suis partie à Tahiti parce que je résidais à Tahiti. Et arrivé à Tahiti, on m'a arrêté parce que il avait pas de passeport. Et ils sont venus jusqu'à la maison, donc les gendarmes sont venus nous arrêter. Et bon là, on a eu la présence d'esprit d'avoir prévenu les journalistes. Et du coup, ça s'est arrêté là. Donc nous, d'ailleurs, donc c'était le 1er janvier, que je dise pas de bêtises, 1er janvier 2012. C'est ça, on a fait la première page de la dépêche de Tahiti avec l'arrivée de Télio. Et là, oui, ça a demandé la ténacité parce qu'on aurait pu abandonner plusieurs fois. Ouais, parce qu'il a attrapé le choléra, il a failli mourir plusieurs fois. J'étais 3 fois en Haïti, en partant de Tahiti parce qu'on était expat, mon ex-conjoint étant militaire. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Ah oui, donc toute ton expérience passée t'a permis une fois que t'as eu ton accident, tu t'es dit, j'ai vu tout ce que j'ai traversé avant, ça aussi je vais réussir à le traverser, et comme tout, ça se finira bien, quoi. Voilà. En fait, je pense que ce qu'il faut, c'est parvenir à transformer finalement l'adversité. Et moi, finalement, ça m'a aussi permis de changer de vie, puisque j'ai choisi de quitter mon conjoint. Voilà, hein, enfin voilà. Les raisons, de toute façon, ne nous concernent que nous, mais voilà, il n'y a pas de souci particulier. C'est juste que voilà, quand un couple ne fonctionne pas, plutôt que continuer, je me suis dit, non, c'est peut-être que mon corps me dit stop, quoi, stop, il faut faire autre chose. Et puis voilà. Et puis je me suis retrouvée quand même. J'ai dormi 15 jours dans ma voiture. Voilà, il se trouve que quand on parlait d'handicap invisible, voilà, j'ai des soins, c'est très très compliqué à gérer. Donc 15 jours dans la voiture, là, c'était vraiment l'épreuve du feu. Et puis ensuite, pendant 8 mois, j'ai dormi sur un canapé dans une maison où un toilette au gant parce que j'avais pas accès à la salle de bain. Voilà, j'ai fini par trouver une maison alors que j'arrivais pas à trouver une maison. Dès que j'arrivais, on me disait non, ça va pas être possible. Je pense que les gens ont peur que je détruise leurs meubles avec mon fauteuil ou leur mur. Enfin voilà, donc ils me laissaient même pas rentrer visiter. Et puis au culot, pareil, j'ai été au CCAS là à Quimperlé, j'aurais dit voilà, moi j'ai besoin d'une maison. J'ai 5 enfants, je suis en fauteuil, mais c'est pas grave. Voilà. Faites comme si j'étais juste
Juste, j'avais 5 enfants, et puis c'est tout, je me débrouillerais pour le reste. Et puis je pense qu'il y a c'est pas un hasard non plus. Je suis arrivée le jour. C'est pour ça qu'il faut oser, je pense. Quand on sent les choses, le feeling, il faut oser. Et ce jour-là, je me suis dit, oh, j'en ai marre. Allez, je vais à Quimperlé, je vais voir le CCAS. Et là, j'expose ma situation. Donc 8 mois quand même d'attente et de recherche de logement. Et là, elle me dit, oh, mais c'est incroyable, on a ajourné une commission justement par rapport à un logement qu'on a là, une maison, un T5. On sentait pas trop les dossiers, mais là, je parle avec vous et je me demande quand même, ce serait peut-être bien pour vous. Et voilà, elle m'a montré les plans, enfin voilà, et du coup, j'ai eu ce logement comme ça. Donc oser, je pense que ouais, ça peut permettre aussi de belles choses derrière. Et ça, c'est encore une belle preuve de ténacité. Là, c'est pas du tout dans le sport, c'est complètement différent. Mais là, si t'avais abandonné, tu serais où encore? On ne sait pas. Les procédures administratives françaises, on sait bien que ça prend énormément de temps. Et là, t'y allais, t'as persévéré, tu dis j'abandonne pas, moi j'ai un objectif, je veux l'atteindre. Et là, c'est absolument pas dans le sport et ça a quand même fonctionné. Et là, ta ténacité, tout ce que ton expérience passée t'a servi également à avoir ce logement et améliorer ta vie. C'est fou. Ouais, mais ça marche bien. Puis quand on sait que ça fonctionne, après, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai plus de limites en fait. C'est ça, ma vie, c'est nos limites. J'ai envie de faire quelque chose, j'y vais. Je vais. Des fois, je vais à un concert. Évidemment, là depuis un an, c'est un peu compliqué, mais autrement, je me pose pas la question. Je vais en festival, je vais en concert, et je regarde même pas si c'est accessible ou pas. J'y vais. Et arrivé sur place, je trouve toujours une solution. Il y a toujours quelqu'un pour me donner un coup de main, je rencontre des potes, enfin voilà. Ça se fait finalement. Voilà. Mais j'y vais pas non plus en râlant, en disant « c'est pas possible, je vais pas pouvoir accéder quand même, c'est pas bien ». Non, pas du tout. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que finalement, le fait d'y aller, d'avoir le sourire, de plaisanter un petit peu, et ben finalement on se fait des potes, et puis et ce sont mes meilleurs défenseurs après. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à cette société bienveillante et inclusive en fait. Je pense qu'il faut être dans le dialogue et pas dans la lutte. Des fois on me dit oh là là mais tu dois te battre tout le temps. Je fais bah non, je me bats pas, moi je discute avec les gens, ça marche. Voilà, j'ai mon objectif, mais j'agresse personne quoi. J'explique ce que j'ai envie de faire et puis en général je sais pas, ça fédère et les gens suivent et on arrive à des beaux résultats quoi, ensemble. J'adore cette mentalité au lieu de me plaindre et simplement me plaindre, je trouve une solution et j'y vais et puis la solution je vais la trouver sur le tas et me plaindre ça s'avère à quoi? Ça va peut-être me rendre négatif, ça va mettre de la négativité tout autour de moi et ça va pas changer la chose, alors que y aller et on trouvera la solution sur place ou on la trouve avant, enfin n'importe quoi. Le fait de trouver une solution déjà c'est positif quoi, c'est pas négatif et c'est pas je me plains et je me rabais sur moi et voilà, tout est contre moi. Non, là c'est vraiment franchement c'est une super mentalité et c'est comme ça que t'es rendu là et c'est comme ça que j'essaye d'avancer. J'ai un exemple là, le dernier exemple c'est que quand on part en surf trip à l'étranger, donc là par exemple on a réservé nos billets pour l'US Open d'Adaptive Surf, donc la plus grosse compétition privée de parasurf au monde. Donc on part en septembre. Là on sera 5 riders, tous handicapés. Donc il y aura 2 ou 3 personnes en fauteuil. Le 5e on n'a pas encore, on ne sait pas encore qui va venir. Et 2 personnes handi mais debout. Un qui est amputé tibial et un souci à une hanche de l'autre côté. Puis et un autre qui est amputé au niveau d'un membre sup, qui est mon assiste d'ailleurs dans l'eau. Donc en fait, on est 2 handi à l'eau, donc on est les seuls à faire ça. Il est assez incroyable, Ben. Et donc ma problématique, c'est qu'on est déjà parti comme ça en surf trip. On a fait l'Angleterre, le Pays de Galles, et on est descendu au Pays Basque espagnol. Donc on a enchaîné sur 10 jours 3 compétitions, et on s'est rendu compte que dans l'aéroport, c'est compliqué le fait d'être en fauteuil, mais on peut pas porter notre planche. On peut pas porter nos bagages et du coup ça s'est reporté sur eux et moi ça c'est quelque chose qui me gêne énormément. Donc là je fais fabriquer un fauteuil avec un fabricant français là sur Tours, Mika, et je fais mettre par exemple une barre haute sur mon fauteuil. J'ai fait fabriquer un clip en fait pour adapter mon board bag par une personne d'ailleurs qui est handi, qui fait des trucs en imprimante 3D, donc c'est vraiment un prototype.
que je puisse manipuler seule, donc c'est pas évident, parce que moi j'ai peu de motricité dans les mains, je peux pas fermer les mains en fait, hein, j'ai pas de préhension. Donc ça, on sait que ça marche. J'ai été trouver un board bag que j'ai importé d'Espagne, avec les roulettes comme il faut sur la tranche, enfin pas sur la tranche justement, mais pour que le board bag tienne bien. Et j'avais le souci de la motorisation, parce que il existe des motorisations, mais ça prend beaucoup de place. Donc arriver, une fois qu'on arrive, on sort de l'aéroport, dans la voiture, on doit mettre les planches, les fauteuils, les bagages. On peut pas mettre en plus une troisième roue motorisée, ça prend trop de place. Donc là, j'ai trouvé une motorisation basique en Chine qui se met sous le fauteuil et là c'est bon. Donc là, j'attends la livraison de mon fauteuil, on va tester tout ça pour être le maximum autonome et parce que l'objectif, c'est de continuer à pouvoir partir avec eux sans que je sois un boulet, quoi. Moi, je veux pas être un poids pour eux, même s'ils sont adorables. Je veux pas fatiguer mes potes qui eux aussi sont des surfeurs et ils vont aussi concourir et il faut qu'ils soient en forme, quoi. Donc voilà, c'est toujours cette recherche de solutions et je n'hésite pas à demander de l'aide à des personnes qui ont des compétences. Ça, faut jamais hésiter. Ouais, c'est exactement ça, trouver des solutions, arrêter de se plaindre. Pour revenir du coup au moment où t'es devenue vice-championne du monde, quelle sensation t'as ressenti ou quels tes proches, même ta sensation à toi, mais tes proches autour? Parce que si j'imagine être handicapé, je me dis, mes proches, ils vont penser que je peux plus rien faire et si j'arrive à faire, comme t'as fait un score aussi impressionnant, je me dis, ça y est, ils vont enfin sentir que je peux faire quelque chose. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti toi aussi, l'approbation des autres et même pour toi, au niveau de toi, te sentir vraiment aller plus loin, quoi? Alors, déjà pour moi, une grande fierté quand même, parce que d'abord la surprise, ça a été tellement vite que me retrouver là, sur ce podium, c'était... je planais, en fait. J'entendais même pas ce qui se passait autour de moi. C'était juste incroyable. Et j'ai été énormément portée par mes pairs, par mes pairs handicapés, en fait, qui sont surfeurs. C'était une petite équipe en 2018, et c'était une équipe formidable. Et ça a été magique. On a vraiment vécu des choses incroyables, parce que, j'ai envie de dire, on sait tous autant qu'on est, que parfois il faut vraiment se dépasser pour parvenir justement à faire. Des fois c'est juste des mouvements qui sont compliqués à faire, et donc tout cet entraînement, tout ça, on sait aussi les sacrifices que c'est. Donc j'ai été plus portée par mes pairs que finalement par mon entourage. Bon, ils ont trouvé ça super et tout, mais mes enfants, par exemple. Je crois qu'ils se sont pas rendus compte de la portée que ça avait. Ils s'en sont rendus compte petit à petit parce que je me suis retrouvée à faire des interviews, pas mal d'interviews, et ce sont leurs amis qui leur ont dit « Mais Sarah, c'est ta mère que j'ai vue dans le journal, que j'ai vue à la télé. » Et petit à petit, c'est ça. En fait, ce qui a changé dans mes relations à mes enfants, c'est que surtout mes enfants handi, ça a été compliqué pour eux parce que ce sont des enfants qui sont adoptés et qui sont noirs. Donc moi je suis blanche, donc ça se voit. Donc il y a comme cette stigmatisation. Donc on le sait. Ils ont un handicap, voilà. Et en plus ils se retrouvent avec une mère en fauteuil. Mais c'était too much, quoi. C'était vraiment compliqué. Donc ils avaient pas trop envie de sortir avec moi. On faisait les courses. Je sais que j'en ai un, il était 3 mètres derrière moi. C'était vraiment difficile. Et là, du coup, je me suis retrouvée avec tous ses potes à la maison et voilà. Donc ça a permis de passer ça aussi, parce que finalement, comme c'est arrivé très vite, après, moi c'est compliqué en fait. Ce qui m'est arrivé, le départ c'était en novembre 2017, mais finalement c'est suite à mon opération en janvier 2018. J'ai plusieurs bateaux associés. Donc je me suis dégradée post-op en fait. Et du coup, ça a été très compliqué à gérer pour eux. Mais dans la foulée, ils ont vu que très vite, je faisais plein de choses. Je pense qu'ils ont été déstabilisés. Mais finalement, comme le retour était positif, ça les a portés finalement, et ça a été super bénéfique pour notre famille, clairement, pour notre cellule familiale. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, comme moi je me suis séparée, ça faisait encore ça à gérer, quoi. Je veux dire, il y a eu le handicap, la séparation, le changement de logement, et puis ma mère, n'importe quoi, elle passe son temps sur une planche dans l'eau, quoi. Mais c'est quoi ce délire?
Et donc t'as enchaîné accident plus séparation. Oui, tu dois avoir une grosse ténacité hein, pour pouvoir résister à tout ça et derrière faire autant de choses. Enfin, toi peut-être que tu le ressens pas comme ça, mais de l'extérieur, de toute façon c'est souvent ce qu'on me dit hein, quand j'interviewe. On me dit non, moi je trouve pas que j'ai une grosse ténacité, je trouve que voilà, c'est fait au fur et à mesure. Peut-être que toi tu crois pas, mais de l'extérieur c'est impressionnant. Alors peut-être de l'extérieur, je sais pas. Je sais pas, mais moi je prends ça, finalement c'est tout dans la vie est opportunité. Donc voilà, moi j'ai découvert aussi le monde du handicap de l'intérieur, parce que finalement je le connaissais en tant que professionnelle de santé, parce que moi j'étais infirmière en centre de rééducation fonctionnelle avant. Je l'ai découvert en tant que maman d'enfants handi, et je me retrouve handi par la suite, et c'est vrai que mes rapports ont complètement changé, d'ailleurs avec des personnes en situation de handicap que je connaissais depuis longtemps. J'ai des anciens patients avec qui je suis en contact maintenant, et je trouve ça très beau en fait les relations qu'on a, c'est très chouette. Et finalement, peut-être que ça m'a permis de développer l'être plutôt que l'avoir ou le faire en fait. C'est ça, c'est le fait d'être immobile, hein, il y a un moment le cerveau il fonctionne très vite et finalement il compense tout ce qu'on peut faire et et je pense que ça permet de développer une force mentale finalement le fait d'être immobile dans son corps et c'est quelque chose que je faisais pas avant parce que j'accumulais les expériences. Bon, j'aime beaucoup faire ça, donc je continue quand même. Mais je fais pas que ça. Donc j'ai découvert une facette de moi-même que je connaissais pas. Donc j'ai eu c'est une opportunité finalement de découvrir cette facette en fait. J'avais à peu près prévu de te poser une question, mais je sais pas si j'allais oser te la poser. Et en fait, c'est parce que j'ai entendu l'interview de Philippe Crozon. Je sais pas si tu vois la personne. Je vois qui est Philippe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne à qui il a été amputé les 4 membres. Il travaillait sur une ligne de tension et voilà, électrocution, 4 membres amputés. Et cette personne a traversé la Manche. Et j'ai entendu une interview de lui où il disait « Je préfère ma vie maintenant que je suis amputé, que ma vie d'avant. » Et la question que j'aimerais te poser, ou que j'ose te poser, c'est est-ce que ça pourrait être à peu près la même chose pour toi, ta vie maintenant, par rapport à ta vie avant, comment tu la vois? J'ai une vie valide, hein, très très riche, où j'ai fait énormément de choses aussi, au niveau associatif, au niveau... j'ai cofondé par exemple la première école démocratique de Bretagne. Le fait d'adopter des enfants, de voyager. Donc... non, je dirais que ma vie elle est différente. Il y a des moments qui sont difficiles aussi, hein. Mais en tout cas, ça m'a pas arrêtée. Non, je suis pas plus heureuse, mais je suis pas moins heureuse non plus. Et finalement, ça m'a permis de prendre des décisions qui, si j'avais pas eu cet accident, je les aurais pas forcément prises. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas aussi heureuse en fait. Dans la continuité, si j'avais continué sur le chemin que j'avais, notamment au niveau de mon couple, je pense que je serais pas forcément très heureuse et ni moi ni lui finalement. Donc forcément les enfants non plus parce que ils en pâtissent hein, quand les parents n'ont plus rien à se dire. Et du coup, je pense que finalement je suis assez heureuse et puis oui, ça m'a permis de rebondir finalement sur des opportunités professionnelles auxquelles j'avais pas pensé. Non, c'est vraiment en termes d'opportunités. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que le fait d'avoir toute ma vie fait ce que j'avais envie de faire, j'ai toujours été vers des choses qui m'animaient. Moi, si ça me met pas des papillons dans le ventre, c'est même pas la peine, je ne le fais pas. Voilà, ça paraît prétentieux comme ça, mais en tout cas, jusqu'à présent, voilà, j'ai 48 ans aujourd'hui et j'ai toujours fonctionné comme ça, et ça a toujours fonctionné donc. Et j'ai pas de regrets. Donc j'ai pas de regrets de ma vie d'avant, puisque j'étais heureuse avant, mais je peux pas dire aujourd'hui, mince, si j'avais su, j'aurais fait ceci, cela. Non, parce que je l'ai fait. Voilà. Et là, il y a un moment, j'ai failli sauter à l'élastique en Nouvelle-Zélande. J'étais valide. Et je l'ai pas fait. Je l'ai fait en fauteuil. C'est pas grave, ça se fait aussi. Tout est possible. J'espère, je pense et j'espère que ça va motiver les gens et qu'ils vont se rendre compte que eux, en tant que valides, et même pour les personnes handicapées qui nous écouteraient, que tout est possible en fait. Moi je suis pas handicapé et avant de t'écouter, j'ai pas sûr que j'aurais pu faire tout ce que t'as fait et là
t'entendre dire tout ça, ça m'inspire et je me dis, ouais, si toi, en tant qu'handicapé, enfin c'est pas pour pour dire les handicapés, non, rien, c'est juste logiquement, je peux faire plus de choses, mais en fait non, je me rends compte que même en tant qu'handicapé, on peut faire autant de choses que quelqu'un de valide. Et c'est vraiment très impressionnant. Et j'espère que ça va du coup inspirer tous les gens qui nous écoutent. Et déjà moi, en tout cas, dans tous les cas, ça m'inspire. Et je me dis que, la ténacité, elle est la possibilité de persévérer, d'atteindre ses objectifs, elle est quasiment limitée. Qu'on soit valide, invalide, qu'on soit en fauteuil roulant ou quoi. Enfin, en fait, même s'il m'arrive un problème dans la vie, ça pourra toujours être possible, quoi. Mais je pense que la vie nous renvoie ce qu'on lui donne finalement. Et le fait d'aller de l'avant, j'ai pas de souci particulier. On a parlé du côté professionnel, mais ma vie affective elle est tout à fait normale aussi, quoi. Et normale avec des adaptations, parce que mon corps fonctionne pas normalement, mais c'est aussi un aspect de la vie qui est super important. Et on m'a dit mais c'est compliqué, je suis handi, alors je fais pas de rencontre, tout ça. Moi franchement j'ai pas de souci là. Par contre, je reste pas juste sur le fait que maintenant je suis en fauteuil, ma vie elle est finie, je peux plus rien faire, je vais m'enfermer chez moi, je vais m'isoler. Alors il y a aussi que si je vais de l'avant aussi comme ça, c'est que moi j'ai besoin de rencontrer des gens, c'est mon besoin à moi. Je sais pas si tout le monde fonctionne de cette façon. Et ma crainte, c'est aussi l'isolement. Je sais que si j'étais isolée, j'irais pas bien. Donc je provoque la rencontre, je bouge, je ne m'empêche pas, ce que je disais, d'aller en festival ou aller boire un verre ou aller au resto, je m'empêche de rien finalement, et parce que je veux vivre une vie de citoyenne à part entière, et c'est pour ça que je me mets pas de limites finalement. Les limites, c'est celles qu'on se met soi-même. Alors après, j'ai l'habitude de dire aussi, moi je suis autonome, mais je peux être dépendante. On peut être autonome dans sa vie, c'est-à-dire choisir sa vie, mais être dépendante dans les gestes de la vie quotidienne. Par exemple, j'ai une auxiliaire de vie qui va me couper mes légumes et me préparer à manger, qui va m'aider quand je fais des grosses courses, qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, qui va m'aider à l'habillage, par exemple, ou à la toilette à certains moments. Mais c'est pas grave. C'est moi qui choisis quand elle vient, c'est moi qui fais son planning, c'est moi qui choisis ce qu'elle fait. Enfin je reste quand même autonome dans ma vie. C'est moi qui fais mes choix de vie. Et c'est ça qui est important. Même si on est très très impacté, moi j'ai des potes qui sont très impactés, je veux dire, ils peuvent bouger que la tête. Je veux dire, ils ont vraiment une mobilité très contrainte. Et alors, je veux dire, ils ont une vie, ils ont des projets, ils montent des projets de ouf. Des trucs super fun, des fois c'est super rock'n'roll, et c'est génial, quoi. Voilà. Donc c'est plus une question vraiment de je sais pas, de personnalité, de caractère, d'oser rebondir, quoi. Ouais, c'est de la personnalité et caractère, mais si ça te rend pas heureux, ce caractère-là, faut changer de caractère, faut évoluer, faut pas rester dans non, je suis triste, non, tu peux toujours t'en sortir et tu peux toujours positiver et rencontrer des gens. Je pense que, comme tu dis, rencontrer des gens, ça t'ouvre à plus de choses. Et voilà, et toi, en tout cas, ça te réussit très bien, et c'est comme ça que tu grandis et t'évolues. Ouais, faut oser, faut se lancer, faut se jeter à l'eau, faut essayer, quoi. Voilà. Puis mais je me prends des gamelles aussi, au sens propre, d'ailleurs, je tombe. Ça fait un moment que je suis pas tombée, mais dernièrement, j'ai fait un truc. Oui, je suis restée par terre pendant 1h30, en attendant que quelqu'un arrive, parce que j'avais même pas mon téléphone. Mais voilà, j'ai essayé de faire un truc, ça a pas marché. Oui. C'est pas grave, on va s'entraîner. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qui leur tient à cœur? Ne pas se limiter soi-même. Voilà, si on a envie de tester quelque chose, faut y aller. Moi, j'ai jamais sauté en parachute. C'est un projet que j'avais. Ça n'a pas été possible cet été. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des tunnels de vol. J'arrive pas à retrouver exactement le mot, comment on appelle ça, des souffleries. Oui. Pour des simulateurs de chute libre. Voilà. Et donc j'ai appelé en Bretagne, Rennes, ils m'ont dit on n'a jamais fait, ça va être compliqué, mais ok. Et j'en ai trouvé une autre sur Vannes qui est un petit peu plus large, donc peut-être plus simple pour moi. Ils m'ont dit on n'a jamais fait, il y a plein d'escaliers, mais oui. Voilà. Et à la base on peut se dire oh là là,
il y a 25 marches, le gars il a jamais fait ça, waouh, comment ça va se passer? Et c'est pas grave, j'y étais. J'y étais avec ma fille aînée de 23 ans, qui est bien costaud et du coup qui a aidé, hein. Et voilà, et j'ai réalisé un rêve. J'ai fait un truc, waouh. Ouais, j'étais trop bien après, quoi. Et pourtant, à la base, voilà, si j'avais appelé en disant oh là là, ça risque d'être compliqué, c'est peut-être pas possible, vous savez, moi j'ai ça, non, j'ai dit bah voilà, je suis en fauteuil, mais j'ai très envie de le faire. Je pense que c'est possible. Et je leur ai, entre guillemets, un peu forcé la main en leur disant mais si vous voulez, je vais aller voir mon médecin, je vous fais un certificat médical, comme ça vous êtes couvert en cas de problème. Et super accueil. Voilà. Donc a priori c'était compliqué, non, ça l'a fait, quoi. Je pense qu'on peut résumer cette interview comme ça. Ne vous limitez pas. C'est vraiment moi en tout cas, ce qui ressort de tout ce que tu m'as dit, c'est ne vous limitez pas. Je me suis pas limité, vous pouvez faire pareil, ne vous limitez pas, quoi. Exactement. Ok, on va pouvoir passer du coup aux questions de fin d'interview. Si tu avais un panneau publicitaire en plein Paris, que voudrais-tu écrire dessus? Waouh! Alors là, j'ai pas réfléchi avant. Alors, je pense que j'écrirais quelque chose sur la bienveillance. Alors ça paraît peut-être très cucu, mais je pense que si les gens étaient plus ouverts les uns aux autres, oser la bienveillance. Voilà, ça ce serait pas mal. Oser la bienveillance. Oser la bienveillance. Si tu repenses à qui tu étais quand tu avais 20 ans, quel conseil aurais-tu aimé recevoir? D'être capable que j'ai comment dire. Alors à 20 ans, on débute dans la vie, on se pose plein de questions, on n'a pas forcément confiance en soi. Et je pense que c'est ça, ouais, d'avoir plus confiance en moi, se sentir capable de déplacer des montagnes. Et c'est ce que j'inculque à mes enfants d'ailleurs. C'est très important pour moi. À 20 ans, tu manquais de confiance en toi? À 20 ans, j'avais terminé mes études d'infirmière et je commençais à travailler et j'avais tout le temps peur de faire une erreur. Je vérifiais derrière moi au moins 10 fois et j'avais pas confiance, pas beaucoup confiance en moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Alors pour les années à venir, moi j'aimerais bien transformer toutes mes expériences et pouvoir créer mon nouveau travail, voilà, trouver du boulot, parce que là je suis en reconversion dans les métiers du digital et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et le fait de m'être retrouvée un petit peu sur le devant de la scène, j'ai complètement dépassé justement ce problème de confiance en moi déjà par rapport à la caméra par exemple, par rapport aux interviews. J'avoue que l'audio c'est pas trop mon truc, j'aime pas ma voix, mais bon, je le fais. Et les métiers du digital, je connaissais pas du tout. Les réseaux sociaux, je m'y suis mis et du coup je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui me suit et c'est chouette quoi. Je trouve ça très chouette et je me dis tiens pourquoi pas. Donc j'ai vraiment envie de transformer ça parce que ma petite carrière sportive à mon âge, ça va pas durer très longtemps et j'ai envie de transmettre cette expérience. Eh bien, merci beaucoup, Catel, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Comme je te l'ai déjà dit pendant l'interview, je suis vraiment impressionné, c'était très intéressant. Est-ce que tu peux terminer en indiquant aux gens où ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre? Moi, je suis sur Insta et je suis sur Facebook et j'ai un compte public, mais à mon nom, donc c'est Catel, repère, et je suis facile à trouver. Voilà, okay. Une nana en fauteuil avec des planches de surf, c'est moi. Bien, n'hésitez pas à aller remercier Catel sur Instagram, ça fait toujours plaisir et puis ça montre que Ténacité est écoutée. Les liens sont en description de l'épisode. Si vous voulez que des personnes inspirantes comme Catel viennent parler au micro de Ténacité, le mieux c'est de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou, si vous n'avez pas Apple, de le partager à 2 de vos amis. Plus il y a d'évaluations positives et de partage, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leurs histoires dans cette émission. D'ailleurs, Catel, qui me recommanderais-tu pour venir parler sur ce podcast? Ah là là, c'est un peu compliqué parce que sur cette question, moi les gens qui m'inspirent, c'est vraiment des bouts de vie en fait, c'est des gens que je rencontre et voilà, des fois je fais des belles rencontres, des gens que je connais pas leur nom, je picore un peu dans la vie comme ça et
Alors, et j'ai pas envie de rester dans le champ du handicap. C'est ça qui me pose souci, parce qu'il y a des personnes que je trouve très inspirantes, mais pas du fait de leur handicap, en fait. Mais elles sont inspirantes. Je pense par exemple à Vincent Mogenest, qui est un ami, qui est installé sur la presqu'île de Crozon, et qui fonctionne quasiment en autarcie, en permaculture, et voilà, qui peint, qui surfe aussi, c'est comme ça qu'on s'est connus, qui est quelqu'un d'assez incroyable. Voilà. Ok, eh bien Vincent, je vais t'envoyer un message. Et si vous voulez être prévenu, quand j'interviewerai Vincent et partager davantage à ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon Telegram. Le lien est en description. Allez, encore merci pour ton partage, Catel. Je crois que tu as une musique qui te motive bien en ce moment. Ouais, alors je sais, j'ai 48 ans, mais j'écoute du rap. Ouais, alors c'est des vieux trucs, j'aime bien Macklemore. Et en ce moment, c'est très connu, mais c'est Thrift Shop de Macklemore. Voilà. Ok, bah action. What some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. I rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Hey, come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat?